merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission spéciale Ramadan, c'est le week-end. Nous sommes le samedi 9 juin et nous entamons la 4e et dernière semaine de ce mois sacré. Cernes, yeux pochés, les traces du manque de sommeil sont palpables sur les visages des jeûneurs, ce qui nous a incité à poser la question suivante. Le jeûne est-il ou pas incriminé dans les troubles du sommeil ou s'agit-il tout simplement d'un problème plutôt comportemental qui est à l'origine donc de toutes ces anomalies? Pour le savoir, nous avons convié un médecin spécialiste en pathologie du sommeil. Il est également le président de la Société algérienne de médecine du sommeil. Il sera parmi nous dans quelques instants. Nos gâteaux traditionnels font un peu l'actualité dans les foyers algériens. Vu que nous sommes à quelques jours du Eid al-Fitr, c'est Hamkenouch a choisi de nous parler de leur origine et de l'histoire qui se cache derrière chaque petit délice, quelques petits délices. Les rendez-vous culturels de la semaine et les bons plans sortis vous seront également présentés par Lilia Benasser, qui sera accompagnée d'une représentante du réseau NADA, réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant, qui organise justement un gala de solidarité afin de construire un foyer du cœur. Les détails vous seront communiqués donc en fin partie d'émission. Sans plus tarder, je vous invite à suivre ce reportage de Manel Boutouaba qui s'est intéressé à la façon avec laquelle les Algériens préfèrent passer leur soirée ramadanesque. L'exemple dans quelques villes du pays. À tout de suite. Pour retrouver la pêche après de longues et dures journées de jeûne, rien de mieux qu'une bonne sortie pour flâner, prendre un thé ou assister à un rendez-vous culturel. Les rues des différentes wilayas du pays n'ont pas désempli durant les soirées ramadanesques. Pour réjouir les foules avides d'animation, un programme assez dense leur a été concocté. Il y en a pour tous les goûts, les âges et toutes les bourses à consommer sans aucune modération. La capitale et les wilayas du centre se sont taillés la part du lion en la matière. Ils étaient nombreux à se rendre chaque soir au concert de musique. Les amateurs de patrimoine ont répondu à l'appel en masse. Le théâtre Mahiddin Bachtarzi, à l'instar des autres théâtres régionaux, a offert de belles pièces fraîchement produites aux amoureux des planches, comme ici avec Slimane Louk, une production qui a drainé un public nombreux. Le Musée national des antiquités a ouvert ses portes au public avec soirée à thème à la clé. Un public nombreux a préféré retrouver le doux parfum des traditions, comme ici au musée du Bardo. L'Opéra d'Alger a offert quant à lui un voyage au cœur de l'Afrique. Certains ont préféré la compagnie plus élitiste des écrivains et auteurs le temps d'un café littéraire, comme ici à Alger ou à Tizi Ouzou. La manifestation Alger sans voiture a fait beaucoup d'heureux, notamment les tout-petits. Plus à l'est, à Annaba par exemple, le festival de la musique et de la chanson citadine et les troupes Aïssawa ont rythmé les soirées des Beaunois, toujours nostalgiques et férus des chants d'antan. Le vibrant hommage rendu à Al-Hashmi Gerwabi à Béjaïa a également été l'un des événements phares des soirées ramadanesques. La journée de l'enfance a été fêtée en grande pompe à Constantine, comme ailleurs à travers le territoire. Et le nouveau parc d'attractions de Sétif a fait le bonheur des habitants. À Oran, Lemma al-Bécharia avec Hassan al-Bécharia en tête d'affiche ont ravi les amateurs du genre. Plus au sud, des bénévoles à Ouergla ont mis à profit leur soirée pour distribuer des couffins de ramadan aux nécessiteux. Beaucoup ont opté pour les traditionnelles veillées à la belle étoile avec un bon thé à la menthe entouré de leurs familles et amis, comme ici à Béchar, Ilizi ou encore à Tindouf.
Bref, les bons plans sortis n'ont pas manqué. Les 4 coins du pays auront été généreusement servis en ce mois de Ramadan où les sorties nocturnes sont devenues littéralement incontournables. Donc, et la pathologie du sommeil, surtout pendant ce mois sacré de Ramadan, et l'autre thème de société, le thème qu'on a choisi, avec lequel on a choisi de clore notre spécial Ramadan, c'est le week-end. Pour en parler, nous avons invité un spécialiste en pneumo-allergologie, voilà, on dit ça comme ça, et spécialiste en même temps du sommeil. Il est aussi le président de la Société algérienne du sommeil, Monsieur Amalani Khalil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous allez bien? Ça va, ça va très bien. Vous manquez pas de sommeil? Non, vu que c'est respecte le sommeil. Ah, bah, c'est bien. Alors, ce qui est important à préciser, docteur, c'est que la médecine du sommeil n'est pas une spécialité, c'est une discipline, c'est ça? C'est une discipline, c'est un complément de formation. Donc, c'est une discipline transversale, c'est-à-dire on peut trouver la pneumologie, l'ORL, la cardio, la psychiatrie, la neurologie, donc elle est transversale. C'est pour ça, d'ailleurs, dans notre société, il y a plusieurs disciplines et plusieurs spécialistes. C'est une discipline récente dans notre pays, donc la société. Bien qu'elle existe dans le monde à peu près, elle ça existe fait plus depuis de 40 ans à peu près, mais en Algérie, ça fait 5 ans qu'on a créé cette association, société, et c'est une société de sensibilisation, et depuis 5 ans, il y a beaucoup d'événements scientifiques qu'on a pu mettre en exergue. Comme cette année, vous avez participé à un grand événement aussi, c'était la journée du sommeil, oui, oui. Et il y a eu un grand événement autour de ça, oui, et vous étiez donc le représentant. Exactement, donc chaque année, soit en national, on organise des journées de sensibilisation, des congrès internationaux, et en international, il y a la journée mondiale du sommeil, on représente, on l'organise à Alger, en Algérie. Le thème cette année, c'était quoi? Le thème cette année, il faut vivre bien ensemble. Donc c'est ça, chaque année on choisit un thème, c'est en mois de mars, et on organise une journée de sensibilisation par rapport à la population. On parle du sommeil, les qualités de sommeil, les effets secondaires du manque du sommeil, donc elle est destinée surtout à la population, et chaque année on essaye de faire comme les autres sociétés dans le monde. C'est pour dire qu'il est important de connaître toutes ces informations, parce qu'il est démontré que le sommeil est le chef de tous les rythmes biologiques, et il peut aussi perturber notre humeur, nos performances, nos capacités intellectuelles et physiques. Tout ça, il faut. Bien sûr, le sommeil, c'est une fonction biologique comme toutes les fonctions, la vision, la respiration, donc, et peut-être c'est la plus importante parce que toutes ces fonctions dépendent du bon sommeil. S'il y a un bon sommeil, donc il y aura une fonction cardiaque, respiratoire bien et d'autres fonctions. Si le sommeil est perturbé, il y aura toujours une répercussion. Alors dans justement, la journée. vous allez nous expliquer comment ça se fait que notre horloge biologique s'adapte au rythme de Ramadan, qui est tout à fait différent, hein, qui peut être incompatible avec justement le sommeil qu'on a l'habitude d'avoir tout au long de l'année. Bien sûr, d'abord il faut comprendre c'est quoi le bon sommeil. Donc le bon sommeil, il est en qualité, il est en quantité, c'est-à-dire il faut qu'on dorme bien. Et bon, c'est-à-dire soit dans la durée. Qu'est-ce que vous appelez justement par dormir bien? Alors dormir bien, c'est-à-dire il faut respecter les 4 stades du sommeil. Il y a le sommeil superficiel jusqu'à le sommeil profond. Donc il y a ça commence du superficiel et on va crescendo vers le sommeil profond. C'est le sommeil le plus réparateur. Et on termine par un sommeil paradoxal qui est le sommeil des rêves. Et chaque patient, chaque malade ou chaque individu, il fait 4 ou 5 cycles du sommeil. Donc il faut respecter ces cycles. Donc c'est tout un phénomène cyclique. Et puis la durée, chacun il a une durée de sommeil. La moyenne chez l'adulte c'est 7h30, 8h, chez l'enfant c'est 12h, 13h, chez le sujet âgé c'est 6h. Chacun il a son rythme du sommeil. Et le plus important, puisqu'on parle de Ramadan, c'est l'emplacement du sommeil. Le sommeil c'est la nuit, pas la journée. Il y a ceux qui disent je vais récupérer la journée. La sieste, c'est un phénomène de récupération. Ce n'est pas un sommeil proprement dit. Donc, si on a la qualité. Ce n'est pas un réparateur, ce n'est pas un sommeil réparateur. Non, il va. Est-ce qu'il existe déjà ce sommeil réparateur? Bien sûr, il existe sommeil réparateur. Le sommeil réparateur, quand je me réveille la journée et je me sens bien. Si je me réveille la journée et je me sens bien, je dis j'ai eu un sommeil réparateur et c'est mon sommeil correct. Mais il y a plusieurs pathologies qui perturbent la qualité, c'est-à-dire l'apnée du sommeil, les insomnies, et qui perturbent la durée de sommeil. Les insomnies, c'est un manque de sommeil, soit au début, soit au milieu. Là, on parle d'insomnie. Les gens qui dorment peu.
et de mauvaise qualité. Il y a les insuffisances du sommeil, par exemple chez les adolescents qui dorment, c'est-à-dire ils grignotent dans la durée de sommeil, c'est-à-dire ils dorment 5 heures, 4 heures, ils décalent le sommeil, ce qui se passe en Ramadan. Au lieu de dormir à 9 heures du soir, on dort à 2 heures du matin et on décale. Donc il y a la qualité, il y a la quantité, il y a l'amplitude, bien sûr. Donc c'est un phénomène cyclique, il est réglé par cette horloge biologique. Mais le problème, il fait partie d'un ensemble. C'est comme un orchestre où il y a le violoniste, la derbouka, le guitariste. Ça va ensemble. Le sommeil, c'est le violoniste. Donc il faut qu'il y ait une harmonisation, où il y a une synchronisation de tout. Donc on ne peut pas décaler le sommeil par rapport à d'autres. Il y aura toujours des répercussions sur la santé. Et ce qui se passe pendant le ramadan, donc il y a un changement de rythme de la vie. Donc on veille, on décale notre sommeil 2 ou 3 heures vers la nuit. C'est dû probablement, sûrement peut-être au repas. Donc on mange gras, on mange sucré. Donc il y a une augmentation de la température qui va décaler notre sommeil. C'est dû à ce mouvement, ces festivités le soir. Donc il y a beaucoup de bruit, ce qu'on a vu dans le reportage. Donc ça va décaler le sommeil. C'est une ambiance particulière. Voilà, ça va décaler le sommeil. Donc on va dormir à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Et on va décaler le sommeil vers 10 heures, 11 heures du soir, du matin. Donc il y a tout un décalage, il y a tout un processus de décalage. Le problème qui se pose, c'est avant le ramadan, on avait un rythme. Pendant le ramadan, on change un rythme. Et après le ramadan, il faut revenir à notre rythme. Il faut récupérer. Donc l'être humain, c'est difficile Donc c'est ça le problème. Se fait après, naturellement, après 2 semaines. Mais c'est difficile. Donc finalement, pour répondre à votre question, c'est un problème de comportement. Donc c'est le comportement. D'accord. Et on n'est pas obligé de respecter ce. Donc à mon avis, bon, moi je fais ma prière et je dors. Je respecte mes 8 heures du sommeil. Je passe une journée correcte. Si je perturbe mon sommeil, la journée d'après, elle sera fatiguée, courbature, irritabilité, nervosité. Justement, ça fait partie des risques qui pourraient donc perturber, que pourraient avoir les perturbations du sommeil sur le corps, mais sur le psychique aussi. Bien sûr. Étant jeuneur, est-ce que ça provoque de l'irritabilité? Est-ce que ça provoque des nerfs? Est-ce que ça induit à un comportement qui est autre? Vous savez que il y a eu des études scientifiques, ils ont prouvé que sur le plan énergétique, Ramadan, avant Ramadan, après Ramadan, c'est la même valeur énergétique. Donc, ce n'est pas une histoire de repas. Et, donc, ça, on oublie ça. Donc, c'est pour ceux qui se cachent derrière le repas, il faut qu'on oublie ça. Donc, c'est une histoire de sommeil. Donc, quand il y a un manque de sommeil, on devient irritable. Il y a des troubles neuropsychiatriques quand on manque du sommeil. Et le problème, sur 30 jours. Donc, avec le temps, on devient irritable, nervosité, agressivité, troubles de mémoire, troubles de la vigilance. C'est pour ça qu'on voit le comportement des jeûneurs la journée. Il change pendant le ramadan. Ce n'est pas la cigarette et ce n'est pas le repas. C'est le manque du sommeil. Ils ont prouvé scientifiquement. Et ce décalage-là. Et c'est le décalage, bien sûr. Donc, le sommeil. Parce que le problème, pour expliquer aux jeûneurs qu'on néglige le sommeil, on néglige l'importance du sommeil. Pour la plupart des gens, c'est une perte de temps. On dort parce qu'il n'y a rien à faire le soir, parce que le corps, c'est une mort, entre parenthèses. Non, c'est un phénomène actif. Le corps, pendant le sommeil, il récupère, il fonctionne, soit le cœur, soit la respiration, soit la mémoire. Donc, il y a une fonction pendant la nuit qui doit se faire. Et nous, dans nos têtes, donc le citoyen, je parle de façon générale, le sommeil, c'est une perte de temps. On ne fait rien pendant le sommeil, donc il vaut mieux que je travaille, ou il vaut mieux que je passe la nuit avec mes camarades. Donc j'écourte. Donc ça, c'est une bêtise. Le sommeil, c'est une nécessité absolue. Il y a un manque de sommeil dans sa qualité, sa quantité, il y a une répercussion sur le cœur, sur la respiration, sur la mémoire, sur la somnolence pendant la journée, les accidents de la séculaire qui sont secondaires à cette somnolence pendant la journée, ce qu'on appelle la dette du sommeil. Si je ne dors pas la nuit, je récupère la journée. Soit pendant l'assiette, soit pendant la conduite, soit pendant le travail, soit l'enfant à l'école. Donc ce qu'on appelle la dette du sommeil. Donc c'est quelque chose de nécessaire et quelque chose de vital qu'il faut respecter. Et qu'en est-il des gens qui partent au tarawih? Ils sont nombreux, ils partent au tarawih, mais après ils n'arrivent plus à dormir. Comme on parle des sujets les plus âgés, on va dire les hypertendus, les diabétiques et tout ça, c'est des cas assez spéciaux et qui partent éventuellement le tarawih, mais qui ne reprennent pas forcément le rythme de sommeil facilement. Mais c'est ça le problème. Le problème, déjà, il y a le repas qui va décaler, parce que quand on mange, il y a une augmentation de la température corporelle, et quand il y a une augmentation de la température corporelle, elle décale un petit peu le sommeil. Il y a les mouvements pendant la nuit, donc on sort, il y a ceux qui vont à la mosquée, il y a ceux qui passent la nuit en famille, dans les cafés, donc ça va décaler, et puis on se réveille le petit matin, pour le suhoor ou pour la prière du petit matin. Donc finalement, si on calcule, on se retrouve avec 3 heures, 3 heures et demie de sommeil qui est insuffisant. Et à partir
partir, et scientifiquement parlant, si on dort inférieur à 5 heures du sommeil, déjà c'est risqué pour beaucoup de pathologies, entre autres le diabète. Les équilibres du diabète, l'hypertension artérielle, les troubles neurologiques. Donc finalement, on revient vers le problème de comportement. On n'est pas obligé de veiller, à mon avis. On fait la prière. Mais il y a des fois où on n'arrive pas à retrouver le sommeil parce qu'en fait, l'heure est passée. Mais c'est tout à fait normal. Et puis le lendemain, on ne peut pas se réveiller. Même si on se réveille pour aller au travail, on n'est pas actif, on n'est pas actif, on n'est pas efficace. Donc le mois de Ramadan, il n'y a pas d'efficacité. On est irritable. Donc c'est pour ça que je parle d'un problème de comportement. La solution, il faut récupérer un petit peu pendant la sieste. C'est-à-dire il faut que... Une sieste qui est... Généralement, ce n'est pas une sieste. Peut varier 2 à... Parce que la sieste, c'est 15 à 20 minutes. Ah ouais, non. Donc c'est ça la définition d'une sieste. Pendant le Ramadan, ça ne devient pas une sieste, ça devient carrément un sommeil. Les gens qui font 3 heures, 4 heures, de 14 heures jusqu'à l'Adhan. Voilà, et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, même s'ils dorment la journée et le soir, ils ont du mal à s'endormir. La qualité du sommeil pendant la journée, c'est pas la même pendant la nuit. La nuit, c'est un sommeil récupérateur sur le plan psychique et le plan physique. La journée, même si je dors la journée, je reste toujours fatigué. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il vaut mieux garder le sommeil de la nuit. Donc, on change nos comportements. Moi, je ne comprends pas pourquoi on veille après la tarawih. Pourquoi je reste à l'extérieur? Je rentre chez moi et je garde mon sommeil. Et puis, je suis pertinemment que je vais me réveiller le petit matin. Donc, c'est un problème de comportement. Et puis, on voit que, par exemple, les jeunes qui veillent jusqu'à 5 heures, 4 heures du matin, ils prennent leur sahur, ils dorment toute la journée. Ça, c'est pas aussi correct. C'est un problème de comportement. Donc, finalement, 90% du problème de Ramadan, c'est un problème de comportement. C'est des mauvaises habitudes. Alors, si on veut faire une comparaison par rapport à nos collègues ou nos concitoyens qui sont à l'étranger, comment ils font? Ils respectent le mode de vie en France ou en Belgique ou au Canada. D'autant plus qu'ils mangent très tard. Plus tard, voilà. Je veux dire, ils mangent très tard. Vers les 22 heures. Ils ont des obligations professionnelles. Donc, ils se réveillent le matin pour aller au travail, l'enfant pour aller à l'école. Les journées sont très longues. Mais ils passent des journées bien. Parce qu'ils respectent le sommeil, ils respectent le mode de vie de pays. Après, voilà, nous, dans notre société, c'est Sahara, c'est les... Voilà, donc il y a tout un changement de mode de vie pendant 30 jours. Pendant 30 jours Alors dites-moi, pour le dernier pas, comment peut-on retrouver son sommeil après Ramadan? Qu'est-ce qui est préconisé de faire? Alors, après Ramadan, donc rapidement pendant la première semaine, on va récupérer notre sommeil parce qu'il y aura le travail déjà à 8 heures du matin, donc ce qu'on appelle les donneurs de temps. Quand on fixe une heure de réveil, on va se réveiller à 8 heures du matin pour aller à l'école ou au travail. On va récupérer le mode de repas d'Yanan, donc on va éviter trop de sécurité, trop de pâtes, trop de gras. Parce qu'après Ramadan, on n'a pas forcément envie de manger. On va manger 3 fois par jour, donc il y aura une récession de cet équilibre qui était bien avant. Donc au bout d'une semaine, ça va être le mode de vie habituel de tout le monde. On va reprendre. C'est tout. Voilà. Alors un dernier mot sur la Société algérienne du sommeil. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce qui se prépare? Quelles sont les nouveautés? On va profiter de votre présence avec nous. Donc c'est une société qui est très active. Donc on organise toujours des journées scientifiques, l'Est et l'Ouest et le Sud. Donc cette année, on a fait déjà enfants et sommeil, la pathologie de l'enfant par rapport au sommeil. C'est les enfants en bas âge, les enfants de 0 à 18 ans. Donc on a invité 2 spécialistes étrangers. Donc on organise en octobre cœur, métabolisme et sommeil, la pathologie cardiaque et tout ce qui est pathologie métabolique par rapport au sommeil. On organise une journée la médecine dentaire et la médecine du sommeil, parce qu'il y a un problème de respiration. Donc l'ODF il est concerné soit dans le dépistage, le diagnostic et la prise en charge. On a une journée, le 5e congrès international à Alger, le 29 et le 30 novembre, où il y a des spécialistes étrangers de Suisse, Maroc, Algérie, Tunisie. On va parler de la pathologie du sommeil. Et puis, il y a des journées de sensibilisation, comme la journée internationale du sommeil. Il y a des articles dans les journaux. Il y a notre espace web où on sensibilise les gens. Et sur le plan professionnel, je travaille dans un centre, vient d'inaugurer notre centre du sommeil. Les Jasmins. Alors justement, parlez-nous des Jasmins. Voilà, c'est un centre médical où on peut enregistrer et dépister
explorer, diagnostiquer la pathologie de sommeil chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, on s'est mis au diapason par rapport à ce qui se passe dans le monde. On a un matériel qui est sophistiqué. Donc, qui peut venir vers vous? Qui c'est qui peut vous... Tous les malades qui ont pathologie de sommeil. Qui n'arrivent pas à dormir. Comme ça, soit de l'insomnie, oui, soit de l'apnée du sommeil, soit d'autres pathologies de sommeil. Tout ce qui concerne le sommeil. Les cauchemars, les... Voilà, on essaie d'avoir une consultation et on essaie de travailler. C'est une équipe multidisciplinaire que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, si ça concerne le pneumologue, c'est moi. Si ça concerne l'insomnie, il y a le psychiatre. Donc, on va essayer déjà de diagnostiquer, d'orienter au moins le malade parce que c'est une pathologie qui est très fréquente en Algérie, même dans le monde, l'insomnie, la pathologie du sommeil. Mais les malades ne savent pas qu'il y a une spécialité qui existe en Algérie, on peut les prendre en charge. Donc, c'est pour ça qu'on a inauguré ce centre où on peut explorer, dépister, prendre en charge même le malade et faire un suivi correct comme il faut. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc pneumo-allergologue et spécialiste du sommeil. En plus, vous êtes le président de la Société algérienne du sommeil. Le docteur Amrani, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous retrouve, je vous invite donc à retrouver Siham Kenouch et sa rubrique juste après ce sujet qui va nous parler donc des soirées pendant donc à Ramadan. Abchar, ça se passe à Abchar. À tout de suite. Loin de la chaleur et de la fatigue du jour, les Bécharois viennent ici se ressourcer et trouver un peu de distraction, surtout pour faire plaisir à leurs petits bambins. C'est un endroit de détente idéal pour toutes les familles. Après une journée pénible, il n'y a rien de mieux que se détendre dans ce lieu très reposant. Ajoutez à cela, c'est un endroit sécurisé et familial. Ce lieu de détente a été conçu en respectant l'architecture sud-saharienne, un principe apprécié par tous les Bécharois. C'est nouveau pour nous de nous retrouver en dehors de la maison. Ça reste un lieu agréable et propice pour les rencontres familiales. C'est un endroit idéal pour la détente et la distraction pour tous les petits. Grands et petits semblent apprécier cet espace de détente ouvert récemment aux Bécharois pour embellir leur soirée ramadanesque. Et elle est avec nous, elle n'est pas venue, elle est main vide. Aujourd'hui, elle a décidé de nous faire envie davantage. Aujourd'hui, elle nous a ramené des gâteaux pour en parler dans sa rubrique. Siham, bonjour. Bonjour. Ça va, ça va? Oui, très bien, même. Oui, ça va. C'est quoi? C'est... Ce sont 4 gâteaux en fait qui représentent Ramadan et l'Aïd. Et puis vous savez, donc pour commencer, vache, mais bon, j'étais un petit peu très vache, sadique. Surtout pour les quantités. Voilà, une pour chaque semaine. 4 semaines. La revanche. C'est pour dire que chaque gâteau traditionnel algérien a une histoire. Ça on va pas les appeler déjà gâteaux algériens parce que déjà dans ce petit plateau ça vient d'ailleurs. عندك تونس هذا. Oui. هذا نعرفه تونس. D'accord. هذا جاي من سوريا. Ah non. جاي من مالي. Non. Alors nous avons 2 fois Tunisie, Syrie et Turquie. 2 fois Tunisie? Non, du tout. 2 fois. Exactement. 2 fois Tunisie. Eh ben oui. Et vous allez être surprise de connaître l'origine de chacune. Voilà, هذا c'est مقروط. Bon alors مقروط à l'intérieur grâce. Voilà, à la traditionnelle. Je pensais que voilà المقروط تاع المقلة هو اللي تاع تونس. Kif. Mais c'est la même origine en fait. Vous allez voir que c'est véritablement des histoires. احكي يا شهرزاد احكي. Merci. Ça fait longtemps qu'on m'a pas appelé comme ça. Qu'on parle de sommeil. Donc, mesdames, si vous ne dormez pas, si vous manquez de sommeil, l'essentiel c'est que vous préparez très bien les gâteaux de votre Eid. Maintenant, si vous aimez toujours le qta, vous pouvez toujours en faire du moment que nous sommes fait Ramadan. Mais je vais commencer avec quoi, à votre avis? Vous choisissez, on va dire. هذا اللي Tunis.
D'accord. Alors, on l'appelle khobzet Tunis ou bien khobzet el-bey. Alors, pourquoi? Ça a vu le jour chez un des beys de Tunis. Alors, cette histoire s'est passée dans un palais où il y a eu donc une cuisinière qui était très débrouillarde. Et un jour, le bey en question allait recevoir des invités. Et bon, alors elle devait justement faire un autre gâteau qu'elle devait préparer avec de la semoule et des amandes. Alors dans sa cuisine, elle regarde ce qu'elle a, seulement le marchand n'était pas venu cette semaine. Il y a eu une guerre quelque part et du coup, il n'y avait pas assez de rien du tout. Il n'y avait pas assez de semoule, il n'y avait pas assez d'amandes, il n'y avait pas assez de sucre, il y avait une moitié un peu de tout. Il y avait une tchouka de tout, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'elle fait la dame? Elle va mélanger le tout. Donc elle va mettre la même quantité de tout ce qui lui restait et elle mélange et elle met dans le four. Et ça a donné quelque chose de très spécial. Alors, on le sert au bey. Le bey est étonné, il ne connaît pas. Il lui dit, ce que c'est lui dit, c'est votre pain. Et d'ailleurs, je lui ai donné votre nom du moment qu'il a vu le jour dans votre palais. Et c'est devenu khobzet el-bey. Et non pas khobzet Tunis, khobzet el-bey. Parce que ça a vu le jour dans le palais du bey de Tunis, effectivement. Mais bon, il faut dire donc que c'est un gâteau qui a quand même peut-être 3-4 siècles et pas plus, d'accord? Bon, c'est une moitié les régions dans lesquelles c'est le plus répandu ici en Algérie. Et on le fait partout. Mais Alger, Alger, on le connaît. Les circonstances, c'est les mariages, les rillettes, c'est ça? Bon, les circonstances, c'est comme vous voulez. Surtout Ramadan. Alger Centre, c'est plus Ramadan qu'autre chose. Maintenant, nous avons quelque chose qui lui ressemble à l'Est algérien, qui est Rfis. Seulement, Rfis, c'est... Bon, on le met dans des caissettes aussi, mais Rfis, c'est plus dans les... Non, Rfis, je veux dire, ce sont des... Mais Rfis, c'est pas la même chose, il est déjà... On le prend à la cuillère, Exactement, donc Rfis, voilà, c'est pas un gâteau, il n'est pas cuit comme ça, on le met dans des trucs, mais en fait, à la base, c'est la même chose, c'est une moitié de tout qu'on fait donc cuire à la vapeur, on ajoute des amandes, tout ce que vous voulez, donc ça se rapproche, ça se rapproche. En tout cas, ça... 3 siècles, pas plus, d'accord? Par contre, on va rester en Tunisie, par contre, si je vais avec Maqaroud, déjà, son vrai nom n'est pas le Maqaroud, comme on le dit ici à Alger ou autre. En fait, à l'origine, c'est le Maqaroud. Le Maqaroud, va. Parce que yuqrad, on le grignote. Yuqrado. D'accord? Et non pas le c'est pas Maqaroud, on dit Maqaroud, peut-être que c'est par rapport à sa forme. Non, du tout, non. Côte. Franchement. Et les côtes. Non, en fait, le Maqaroud, parce que c'est un participe passé, c'est maf'oul, Maqaroud, yuqrad, ok? Mais en fait, les Algérois ont cette manie de traduire ou de remplacer le da par ta. Ils disent pas beda, ils disent beta. Ils disent pas. Donc c'est juste c'est une prononciation algéroise de Maqaroud qui est en fait va et non pas ta. Ok. Alors ça à l'origine, je vais vous dire, Wafa, c'est pas un gâteau. Voilà. C'était une manière de préserver la pâte de date. Nous sommes à Kairouan, donc Kairouan. À l'époque arabide. Nous sommes très loin. 11e, 12e siècle, facile. Et faut dire que c'était une oasis où il y avait et de l'eau et des palmeraies. Donc, du coup, il y a des dattes. Voilà, à cette époque-là, il y a eu une grande sécheresse. Et il faisait trop chaud. Alors, on a eu très peur que les dattes tournent, يقراصوا, يحمضوا. Donc comment les protéger? Alors il y a eu une femme, c'est toujours les femmes qui l'emportent. Alors il y a une femme qui aussi était dans le palais royal et qui a trouvé une idée. Mais quand il n'y avait pas des sacs en semoule dans lesquels on met la pâte de date pour la conserver, de la lumière, de l'humidité, de la chaleur. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve l'idée de mettre des morceaux de date à
à l'intérieur de ce moule. C'est-à-dire qu'elle couvre la date de semoule et elle la fait cuire. Du coup, la semoule tahk broha et les dates sont conservées et ça reste longtemps. On le sait très bien que le maqrout, ça reste longtemps. Du coup, on a conservé donc le ghars ou la pâte de date de cette manière pendant plusieurs années. Et puis un jour, l'opulence est revenue, il n'y avait plus de sécheresse plutôt. Et voilà qu'on a décidé d'en faire un gâteau et on va l'enrober de miel, etc. Mais avant, c'était pas ça du tout. On ne mangeait même pas. C'est-à-dire, avec la semoule, qu'est-ce qu'on fait? Et on récupère juste le ghars. Et donc, voilà, c'est un gâteau qui a vu le jour comme ça, par hasard. Je ne sais pas qui a eu l'idée après de faire frire ou de mettre au four et d'enrober de miel. Mais à l'origine, maqrout, ce n'était pas un gâteau, mais un repas de fortune. C'était une façon de conserver le ghars. En voyage. Baklawa. Alors, baklawa, La baklawa. elle est bonne. Hein. Elle est belle à Moi, voir. j'aime pas trop, mais bon, après, la forme, elle est évidente. D'accord. Alors, ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est véritablement une autre histoire. Nous sommes en Turquie. Nous sommes... il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. On en est. Nous sommes en Turquie, nous sommes à Istanbul. Et le roi Mohammed al-Raba, alors c'était un calife, et lui, il était amoureux de sa cuisinière. Et cette cuisinière-là était assez intelligente, c'est-à-dire qu'elle le gardait en haleine tout en lui proposant de nouveaux gâteaux. C'est comme l'histoire de Shahla. Après, voilà, des histoires et l'autre elle cuisinait. Et l'autre, elle s'appelait Lava. Lava, ok. Son prénom et à elle, c'était Lava. Bon. Et un jour, il était c'était Ramadan justement, et il avait invité donc des notables, des riches marchands, etc. Il était toujours fier de présenter les mets de sa cuisinière Lava. Et voilà, un jour, il lui a dit, écoute, aujourd'hui, j'ai véritablement envie que tu me fasses quelque chose de très spécial, parce que ces gens-là qui vont venir sont spéciaux, etc., etc. Et j'ai envie qu'ils voient que j'ai la meilleure cuisinière au monde. Elle lui dit, ah ouais, Léa. Et du coup, elle a créé quelque chose de très spécial, où elle a mis non seulement des amandes, mais aussi donc des noix, des pistaches, il y avait des noisettes, il y avait même des raisins secs à l'intérieur, dans la véritable baklawa, ok? Et voilà qu'elle fait sortir sni, alors coupé en losange ou coupé en carré, on ne le sait pas. Et on arrive, il présente, il était lui aux anges, je vous dis pas. Alors je crois que même si elle avait les yeux noirs ce jour-là, ils sont devenus bleus. Et il était tellement content qu'il leur a dit baklava, c'est-à-dire c'est le mets de lava, ok? D'accord. Et on l'a appelé le mets baklawa, tout simplement. Voilà. Alors là, la dernière, elle est encore plus... Mais celle-là, excusez-moi, celle-là a la forme de l'œil un peu. Celle-là, moi je pense, à mon avis, d'après ce que on a lui a donné, quand c'est devenu maghrébin, quand c'est passé au Maghreb, je pense qu'on lui a donné la forme de maqrout. Parce que le maqrout, c'est plus ancien que le baklawa. Vous pensez? Parce que oui, ceux de la Syrie et de la Turquie sont carrés. Ouais, exactement. Donc je pense que la forme losange, c'est très maghrébin. Et nous, les maghrébins, on adore le losange. On le trouve dans les tapis, dans les gâteaux, dans dans les dessins berbères, etc. Donc c'est un symbole très répandu. Exactement. Du coup, on arrive à l'qtaïf. Oui, alors l'qtaïf qui, au Moyen-Orient, on ne les appelle pas l'qtaïf, on les appelle kunafa. Ok. Donc ça, c'est le kunafa. L'qtaïf, c'est le baghrir. Donc, si vous partez en Syrie, en Jordanie, en Irak, lorsque vous dites Qataïf, ne vous attendez pas à voir ceci, mais Bghrir, miltrou, vous savez, Bghrir, Raif. Ok, d'accord. Donc, je travaille avec lui pendant toute la saison. J'ai jamais entendu à part bonjour. Ça veut dire que j'ai réussi à bien suivre.
Voilà, حرام عليك يعني. Alors, Al-Qtaïf, donc le Kunafa, alors ça c'est très ancien, c'est plus ancien que tout ce qu'on voit là, ça remonte à l'âge des Omeyyades. On raconte qu'il y a eu le roi Omeyyade, Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui ne le connaît pas, donc c'était un grand roi Omeyyade, donc son palais était à Damas, et on disait que c'était un homme très obèse, et qu'il le mangeait sans jamais s'arrêter. Et il fallait trouver une solution parce que ça jouait sur sa santé, etc. Il avait un médecin. Alors, son médecin a créé pour lui cette recette. Alors, qu'est-ce que c'est? Et justement, non, c'est une idée. Pourquoi? Elle lui a dit de manger au petit déjeuner, au déjeuner et au repas du soir. Mais ne manger que ça, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans le Kunafa, dans le Qtaïf... Il n'était pas nutritionniste, son médecin. Il était nutritionniste parce que je vais vous dire ce que c'est. Ça bourre. Mais ça donne, oui, d'accord, ça bourre, c'est clair. Mais ça donne de l'énergie parce qu'il y a des noisettes. Oui, mais ça bourrait. Il ne pouvait plus manger autre chose. Il s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'il était gavé, le mec. C'est bon. Alors, à l'intérieur, il mettait tout ce qui est donc fruits secs. Oui, les fruits on secs, imagine qu'il y avait de tout. Ça nous aide à tenir la et journée. En plus, c'était c'était, il faut dire que c'était du miel pur. Donc imaginez un petit peu ce que ça donnait. Des amandes, des pistaches, des noisettes, des noix, le tout enrobé de miel pur, manger ça, prendre ça 3 fois par jour, au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner le soir, pendant 10 jours. Maigrir. Il a fini par maigrir. Parce qu'il a arrêté de manger les agneaux, je dis, ما فيش il n'est pas gras. Oui, mais quand on mange 10, c'est comme, je dis que c'était obèse, le bonhomme marchait pas. Il était là, il est toujours assis, donc il ne faisait que manger. Une fois qu'il a mangé ça, et ben, elle a commencé à maigrir, à ne pas essayer. Mais les hands. Il ne faut pas essayer. Dans votre cas, ça va prendre... Non, dans votre... Dans votre cas, ça va prendre le sens contraire, en fait. Voilà. Mais ne mangez ni viande... On ne pourra plus me cadrer après. Non, je tout. Trop j'ai trop méchant. Donc voilà, donc mesdames, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos enfants. Mais maintenant bon, ça c'est pour le qtaïf et khbz al-bay, c'est pour Ramadan. C'est Ramadan, c'est plus Ramadan. Maintenant le maqroud et le baklawa. Oui, c'est l'Aïd, quoi que je suis pas très baklawa في العيد, mais bon, c'est pas grave. حاول تطابع يا ربي si j'aurai le temps de le faire, enfin je sais pas. J'espère pour vous, on travaille pas la semaine prochaine. Ouais, bon, mais la semaine prochaine ce sera déjà l'Aïd. À moins que je le fasse le bon matin, صباح العيد. Dommage, quand درتي جبتي لنا وحكيتي لنا حكايه حلاوه الطابع. Oui, mais bien sûr, surtout cette semaine. Merci beaucoup, Siam. Ce fut un plaisir de collaborer avec vous ces 4 numéros. J'espère que c'était réciproque. Ah bah écoute, oui, autrement je n'aurais pas mis mon cœur, j'ai fini ça avec les gâteaux. C'était un plaisir. On se retrouvera peut-être... à la rentrée peut-être. C'est ça, oui, Inch'Allah, pourquoi pas. On fera autre chose. Oui, pourquoi pas. On va trouver autre chose. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Parce qu'on ne travaillera pas la semaine prochaine. Voilà, tout à fait. Voilà, Sahaïdek, meilleurs vœux. Si vous avez des vœux à passer, passez l'occasion. En fait, je passe demain à l'antenne, donc je les ferai demain. Ah, bah super. Merci beaucoup en tout cas. Excellente journée à vous. On se quitte quant à nous avant de retrouver Lydia Benasser et son invité avec un sujet. Il s'agit de la fondation Zafira Yassef qui a organisé en collaboration avec le ministère de la Culture et avec la participation de 7 pays étrangers une exposition internationale intitulée La route de la soie et du savoir. Ça sera donc du 15 mai au 15 août prochain au niveau du palais de la culture de la culture Mofdi Zakaria. Soumia Zerouali y était, elle nous est revenue avec ce compte rendu. À tout de suite. Un voyage aux 1000 temps et aux 1000 couleurs sur les traces de la route de la soie et du savoir qui liait autrefois la Chine à toute l'Europe. À travers ce réseau d'itinéraires de transport commercial, on y transportait des épices et des manuscrits, mais aussi et surtout la plus précieuse des marchandises, la soie, ce qui vaudra à cette route son nom.
Cette belle expédition au Bastion 23 nous est proposée par la Fondation Zafira Yassef en collaboration avec le ministère de la Culture, rehaussée par la participation de plusieurs pays concernés par la route de la soie, tels que la Chine, l'Indonésie, l'Iran et la Grèce. En marge de l'exposition, un programme riche et varié est proposé aux visiteurs. Donc c'est un événement riche et dont le ciment et le lien sont les épices, qui sont communs à tous les peuples. Et tout le monde utilise les épices à des devices différents. C'est ce qu'elle a exprimé, Zafira, à travers ses toiles. Voilà. Puis l'événement est déjà commencé. L'inauguration s'est faite en même temps que le Vivre Ensemble, par une excellente, très très belle exposition de la Chine, avec 60 photographies qui retracent la nouvelle route de la soie, qui est à l'honneur au niveau du Palais de la Culture. Je conseille à tout le monde d'aller la voir parce qu'elle retrace véritablement la nouvelle route de la soie, dans laquelle beaucoup de pays sont en train de contribuer à la mise en place de cette nouvelle route de la soie. Spice of Life, c'est le titre de cette belle exposition proposée par l'artiste peintre Zafira Yassef, qui a réussi son pari, celui de réaliser des tableaux à base d'épices. En effet, l'artiste exposera 36 toiles originales en utilisant des couleurs obtenues par la combinaison de plusieurs épices. Un moment d'évasion et de voyage à travers la route de la soie et du savoir et les senteurs de ces épices est assuré aux visiteurs. C'est une exposition, c'est des peintures, si je dirais des peintures, donc c'est fait qu'avec des épices récoltées d'un peu partout. Par exemple, il y a des épices qui proviennent de l'Inde, de l'Iran, en tout cas pour rappeler aussi la route de la soie, la route des épices. Cette exposition événement intitulée Route de la soie et du savoir se poursuivra au niveau du Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, et du Centre des Arts et de la Culture du Palais des Raïs, Bastion 23, jusqu'au 15 août prochain, et ce, depuis le 15 mai dernier. Et on va continuer à parler de culture et de rendez-vous culturels avec Lilia Benasser. Bonjour Lilia. Bonjour Wafa, comment ça va? Dur, on rame, mais bon, ça va. Vous êtes venue accompagnée d'une invitée. Oui, tout à fait. Bonjour, vous allez me la présenter. Oui. D'accord. Je pensais que vous aviez autre chose à dire. Vous n'avez pas me la présenter. Tout à fait. Moi, je rame Lilia. En plus, elle coupe une angine. Elle est dans les bacs. Moi, je dis juste bonjour, c'est votre invité. Voilà, j'attendais. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce week-end. À vous. Allez, go. Justement, vous laissez le temps de dire bonjour. Donc, il s'agit de Radia Mansouri qui est avec nous cet après-midi, chargée de communication du réseau NADA. Et donc, un réseau qui s'occupe principalement des enfants. Et donc, elle est là ce soir pour nous parler du réseau NADA et puis d'un événement que l'association organise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité cet après-midi. C'est un plaisir. Donc, alors, on va commencer par parler des activités du réseau NADA. Alors, le réseau NADA, déjà, c'est un collectif de 150 associations sur le territoire national. Aujourd'hui, nous avons fêté les 10 ans de la cellule d'écoute. Ça fait à peu près, enfin le 1er juin, nous avons fêté les 10 ans de la cellule d'écoute. Donc c'est un numéro vert que vous avez créé. C'est un numéro vert qu'on a créé en 2008. Un numéro vert qui porte sur la protection des enfants. Donc c'est un numéro qui est joignable par tous les opérateurs mobiles gratuitement. Aujourd'hui, on a un projet. Oui. Donc, c'est suite à ce numéro vert et avec une expertise et un savoir-faire de 10 ans, nous sommes arrivés à dire qu'il y a un manque de structure pour la prise en charge des enfants. Des enfants en situation de vulnérabilité, des enfants maltraités, abusés, avec des abus moraux, des abus... Donc, d'où est venu le projet, un de nos projets phares en ce moment, j'espère qu'il verra le jour bientôt, c'est le foyer du cœur. Donc, le foyer du cœur,
c'est un centre psycho qui va prendre en juridique, qui va prendre en charge tous les enfants en question psychologique, donc les accompagner durant tout un cursus jusqu'à la réinsération de ces enfants-là. Et il y aura aussi le volet juridique qui va les accompagner pour pouvoir avoir leurs droits, pour pouvoir en fait acquérir leurs droits, parce qu'ils ont, ils ont tous les droits, nos enfants ont tous les droits. Donc voilà. D'accord. Et donc où est-ce que vous prévoyez de créer justement cette structure? En fait, on ne prévoit pas. La structure est déjà en marche. Ça a avancé. Donc c'est à la forêt de Bouchaoui, en pleine forêt de Bouchaoui. Beau cadre. Oui, déjà. Justement, le cadre est adéquat parce que nous avons la communauté pour ne pas isoler les enfants. Donc ils seront en communauté. Il y aura en fait, il y aura des ateliers. Donc des ateliers théâtre, ateliers créatifs, ateliers peinture. Il y aura plusieurs ateliers. Il y aura un zoo, donc pour un zoothérapie. Et puis les autres enfants qui viennent à la forêt, tout le monde sait que la forêt de Bouchaoui accueille plusieurs. Tout à fait. Beaucoup d'enfants viennent pour faire du sport. Voilà, pour faire des familles. Donc, ils ne seront pas isolés, ils seront avec les enfants. Donc, ces enfants-là pourront rentrer au centre et être avec eux dans le. Très bien. Donc, une belle initiative, une belle idée. Et justement, le concert que vous organisez ce soir, c'est une espèce de concert caritatif, une action caritative pour justement la création, pour avancer dans la création du projet qui est le Village du Cœur. Parlez-nous du concert de ce soir. Alors ce soir, nous organisons un gala caritatif à la salle Ibn Khaldoun à partir de 22h. Donc, nous aurons plusieurs artistes prendront part à la soirée. Oui, donc je peux citer les artistes. Donc, il y aura Amel Zen, Hakim Salhi, Hayat Zerouk, Manal Mebarki. Il y aura alors. Ils participent à titre bénévole? À titre bénévole, oui, c'est des artistes qui nous accompagnent. Pendant aujourd'hui et pour d'autres actions, ils répondent toujours présents. Donc pour ne pas faire des jaloux, on va citer les deux autres qui est Ariles Amzel et Boras, donc avec sa troupe non, c'est pas une troupe, c'est un orchestre en fait, qui va accompagner d'ailleurs tous les chanteurs, ça va être accompagné d'un orchestre. Il y a aussi pour le petit, comme on fait dans la défense des droits de l'homme, donc des droits des enfants, pardon. Donc il y a la touche enfant qui sera une pièce théâtrale avec des enfants de l'association, du réseau Nada. D'accord. Et donc c'est eux qui ont créé la pièce théâtrale et aujourd'hui ils vont la présenter au public qui sera présent au niveau de la salle Ibn Zaïdoun. Donc l'entrée est gratuite pour les enfants. L'entrée est gratuite pour les enfants et elle est à 1500 pour les adultes et les familles. Donc marhaba bikom du côté de la salle Ibn Zaïdoun. Et ça commencera à quelle heure? Ça commencera à 22h. À 22h. Donc à partir de 22h à la salle Ibn Zaïdoun. Non, c'est pas Ibn Zaïdoun. Ibn Khaldoun. C'est Ibn Khaldoun. Voilà, Ibn Khaldoun en plein cœur de la capitale. Et donc à partir de 22h30, l'entrée payante et une soirée caritative pour la création. Au profit des foyers du cœur. Du réseau Nada et plus précisément pour la création du Village du Cœur. Un beau projet. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Et nous aurons l'occasion de vous recevoir pour, bien sûr, nous parler de l'évolution du projet. Avec plaisir. Et je vous invite à rester avec nous pour parler d'autres choses, des autres soirées prévues ce week-end et pour cette dernière semaine du mois sacré de Ramadan. Et nous allons commencer par le Palais de la Culture Moudizek. Il y a une belle exposition dédiée à l'artisanat se tient actuellement. Et puis du côté du musée d'art moderne, le MAMA, du musée d'art contemporain, une exposition intitulée Patrimoine culturel se tient actuellement. Les œuvres
d'un grand nombre d'artistes algériens sont au cœur de cet événement à découvrir absolument. Du côté de la salle Mougar, plusieurs artistes se produiront ces dernières soirées. La dernière plutôt est prévue le 12 juin avec Yasmine Ammaré, ne ratez pas le rendez-vous. Du côté du Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi, c'est Kamal Abded qui animera tout au long, donc qui animera votre soirée samedi, aujourd'hui, ce soir, de l'humour tout au long de votre soirée. Et puis le mardi 12 juin pour l'ultime soirée, c'est une pièce théâtrale de la coopérative Port Saïd d'Alger. Donc à ne pas rater du côté du théâtre. L'Opéra d'Alger aussi vous a proposé plusieurs soirées et ça continue. Dimanche 10 juin, Yasmine Ammaré. Après Mougar, c'est à l'Opéra d'Alger qu'elle se produira. Et le lundi 11 juin pour la dernière soirée, c'est Abdelkader Chaou et Salim Fergani. Et enfin du côté de l'espace Agora, à Riyad El Feth, à l'office de Riyad El Feth. Ce soir, c'est Mourad Jaffré et Mohamed Raoui qui seront sur la scène de cette grande salle. Et le lundi 11 juin, pour la dernière soirée, c'est Mohamed Khouès et Farid Khouja. Voilà pour les dernières soirées du mois sacré de Ramadan. Il faut dire qu'on a été gâtés. Tous les artistes se sont produits, des pièces théâtrales, du cinéma aussi, à Alger, ainsi que dans toutes les régions du pays. Voilà, Wafa, pour ce qu'on avait à dire ce soir. Très bien, Lilia, ce fut un plaisir de travailler avec vous. Réciproque, très cher. Réciproque. Un peu court, hein, quand même. Parce que voilà, on aura l'occasion, bien sûr, pourquoi pas, à la rentrée de voir un petit quelque chose ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Sylvie Weekend. Ce fut un plaisir. Et donc, nous, on ne travaillera pas donc, la semaine prochaine. Donc, c'est l'Eid. Ça serait peut-être, si vous avez des vœux à passer, écoutez, pour votre invité, c'est l'occasion. Allez-y. Alors, je voulais juste faire, ou rajouter quelque chose. Non, je voulais faire au passage un petit coucou à mon neveu et ma nièce qui sont en train de me regarder depuis Toulouse. Donc, Dalia et Ramzi, bonjour. D'accord, on les salue. Voilà. Merci Wafa. Voilà, mais je vous dis bien que c'est à quelques jours. Hein, oui. Oui, bon, à quelques jours. Oui. Je vous donne donc rendez-vous. On reprend notre place les vendredis, le 22 juin, donc en direct à 15h pour une autre émission, un autre numéro de C'est le week-end. Excellente semaine à tous. Sahaïdkoum et puis à très bientôt. Au revoir.